L'histoire de Sépa. Il était une fois un roi qui gouvernait son peuple avec sagesse, bien qu'il fût encore très jeune. Il veillait à ce que tous ses sujets eussent bien à manger, qu'ils fussent convenablement vêtus, et que tous, grands et petits, fussent à leur aise dans leur maisonnette ou dans leur palais. Il aurait pu continuer à régner ainsi, pour son bon plaisir et le bonheur de son peuple, s'il ne lui était pas arrivé l'histoire que je vais vous raconter. Un jour, le jeune roi se leva à l'aube pour partir à la chasse. Lui et son sénéchal, son grand veneur, ses écuyers, son maître d'armes et une suite de vaillants chevaliers avec de belles dames et de gentils pages. Au son du cor, guidés par le flair des lévriers qui aboyaient joyeusement, le roi et sa cour chassèrent et se réjouirent jusqu'à la tombée de la nuit. Le butin fut digne d'un roi. Pas moins de 12 sangliers de la plus rude espèce, 19 daims, 32 lièvres, 3 cerfs et 11 chevreuils garnirent les chariots et les brancards, le tout surveillé par le grand veneur et le maître-queux en personne. Le soleil couché, le roi fit sonner le cor pour rassembler tous chasseurs, cheval, chiens, gibier, les seigneurs avec leurs dames et leurs aides. Lui-même monta sa jument blanche et galopa hardiment en tête de ses chevaliers. Or, on ne saura jamais si ce furent une sorcière, un bon ou un mauvais esprit de la forêt, une nymphe ou bien une sylphide offusquée par le carnage et le vacarme de la chasse qui provoquèrent ce qui arriva au roi. Il dut entendre un cri qui l'appelait, ou une chanson qui charma son cœur, ou apercevoir au fond du bois une lumière qui l'attira. Toujours est-il qu'il s'éloigna de ses compagnons et s'égara entre les rochers et les précipices d'une forêt qui couronnait les montagnes à 100 lieues de sa résidence. Il n'eut pas peur, car il avait l'âme vaillante et le cœur léger. Il continua sa cavalcade, sautant par-dessus les ravins, escaladant les rochers abrupts, jusqu'à ce que sa monture en perdît haleine. « En avant !» cria-t-il. « Encore un petit bond pour voir si, de l'autre côté, ne se trouve pas un sentier plus aimable. La bienséance nous défend de coucher à la belle étoile, et un lit sur ces rochers austères nous semble sans charme. » Ceci dit, il éperonna sa jument avec une telle véhémence que le coursier, effrayé et indigné, fit un bond furieux en l'air. Puis, ses sabots glissant sur le roc humide, il perdit pied et tomba dans une profonde crevasse de la montagne. Quant au roi, il resta inanimé, suspendu par le col de son manteau à la racine d'un vieux sapin, juste au-dessus du gouffre où rugissait un torrent. Meurtri, glacé de froid jusqu'à la moelle des os, saignant de maintes écorchures, le roi se réveilla au petit matin. Le gîte où il se retrouva entre vie et mort n'avait certes rien de commun avec le baldaquin somptueux de son palais, mais pour en juger, il aurait dû se rappeler ce qui s'était passé. Or la chute lui avait fait perdre la mémoire. Il ne se souvenait plus de rien, ne savait plus qu'il était roi, ni quel nom il portait, ni où se trouvait sa demeure. Toutefois, il grimpa comme un animal jusqu'au moment où il tomba évanoui sur la mousse d'un plateau boisé. C'est là que 2 bûcherons le trouvèrent, sans reconnaître le roi de leur pays en cet homme déchaussé, dont les vêtements tachés de sang pendaient en loques, dont le visage et les mains étaient gonflés par les contusions. Ils le ramenèrent à la vie par une gorgée d'un vin rouge si âpre que le roi en sursauta. Il ouvrit les yeux et jeta un regard ébahi sur les 2 hommes et sur les vieux sapins qui l'entouraient. « Qui es-tu » demanda l'un des bûcherons. Le roi hocha la tête, referma les yeux et balbutia. « Sais pas. »« D'où viens-tu » demanda le second bûcheron. « Sais pas. »« Que fais-tu dans la vie » demandèrent-ils. « Sais pas. »« Es-tu bûcheron » Le roi, las de répondre, fit un signe qui eût pu vouloir dire oui ou non. Ils comprirent oui et le prièrent dorénavant pour un des leurs. Ils le portèrent à leur bicoque sur un brancard fait de branches de sapin. Ils pansèrent ses blessures avec des feuilles de sauge et des pétales d'arnica de la montagne. Ils le soignèrent si bien que le roi, en peu de temps, put se lever, marcher, manger et dormir sans se soucier d'autre chose. À toutes les questions, il continuait à ne répondre que « je sais pas », de sorte que ses compagnons, de braves montagnards, le prirent pour un simple sans malice et l'appelèrent « Sépa ». Vint un jour où la montagne retentit de sons du cor et de buccins, suivis de cris d'appel,
de bruit de sabots qui s'approchèrent. Et, devant la cabane des bûcherons, s'arrêtèrent des seigneurs de la cour, ayant à leur tête le sénéchal et le guérisseur du roi, qui cherchaient depuis des jours et des nuits leur souverain. Ils interrogèrent les bûcherons l'un après l'autre. « N'avez-vous pas vu trace de notre bon roi qui a disparu ? Il a dû s'égarer et tomber dans quelque mauvais précipice. » « Hélas, répondit l'aîné des bûcherons, nous n'avons trouvé que le pauvre air fort simple d'esprit que voici. Et il montra du doigt ses pas, que personne ne reconnut, sous sa barbe hirsute, avec son visage tuméfié, ses yeux hagards et son manteau de bure que les bûcherons lui avaient donné pour remplacer ses lambeaux tachés de sang. « Qui es-tu ? Demanda le sénéchal. « Sais pas, fut toute la réponse. N'as-tu pas rencontré notre bon roi ? Sais pas. Et il s'en fut, tournant le dos au sénéchal, au guérisseur royal et à toute la cour. Hélas, soupira le grand veneur, il y a peu d'espoir de retrouver vivante sa gracieuse majesté. Sa jument n'a-t-elle pas trouvé la mort près du torrent ? Les eaux violentes ont dû engloutir le roi et le retenir dans l'abîme. Le sénéchal s'essuya les yeux et dit « Toute recherche me semble vaine. Rentrons et rendons compte de notre échec à sa seigneurie, le cousin du feu roi, pour qu'il lui succède sur le trône. » Ceci dit, la cour royale partit au galop. Vint un autre jour où les bûcherons virent ses pas si bien guéris qu'ils ne tardèrent guère à l'emmener au travail. Ils lui donnèrent une hache, une scie et une serpe. Ils lui mirent une pioche et une pelle sur l'épaule et lui firent signe de les suivre. Arrivés près de la clairière où fumaient encore 3 monticules de charbon de bois, ils cassèrent la croûte, puis se mirent à la besogne. « Fais comme nous !» dirent-ils en donnant force coups de hache au tronc d'un grand sapin. Ils abattirent ainsi quelques arbres, coupèrent les branches avec la serpe, scièrent les troncs sans discontinuer jusqu'à midi. Ses pas les regardaient faire sans broncher. Les bûcherons partagèrent avec lui la soupe, cuite sur les cendres chaudes du charbon de bois. Puis l'aîné le prit par le bras, lui tapa sur l'épaule et dit « Qui veut manger doit travailler. Dardard, la main à la pâte. » Mais ses pas ne bougea point de toute la journée. Les bûcherons se dirent « Laissons-le tranquille aujourd'hui. Demain, nous verrons. » Le travail terminé à la tombée de la nuit, ils se restaurèrent sans oublier ses pas, car ils avaient pitié de lui. Ils allumèrent ensuite un bon feu avec des copeaux et quelques bûches de bois et s'allongèrent pour dormir. Quand ses pas les entendit ronfler, il se leva. Il courut à l'orée du bois où gisaient les troncs d'arbres que les bûcherons avaient abattus. Il hocha la tête, puis, tout à coup, se mit au travail. Il recueillit la résine qui coulait de l'écorce des arbres, en enduisait les moignons et les posa, l'un après l'autre, sur le tronc resté dans la terre avec ses racines. Au petit matin, quand les bûcherons se réveillèrent, ils aperçurent ses pas, assis près de la lisière, murmurant comme s'ils s'entretenaient avec les arbres. S'approchant de lui, ils virent les sapins qu'ils avaient abattus se dresser devant eux, de la racine jusqu'au faîte. « De mémoire d'homme, un honnête bûcheron n'a vu ceci, dirent-ils. Coupe-t-on les arbres, grand nigaud, pour les recoller le lendemain ? » « Non, tu n'es pas bûcheron, va-t'en faire un marmiton. » Et tout de suite, ils reconduirent ses pas à la bicoque. Là, ils lui désignèrent poêle, marmite, louche et tisonnier, et lui recommandèrent d'avoir soin de leur petite basse-cour. Puis, ils s'en furent reprendre leur travail. Ses pas déposa la marmite et la poêle, accrocha la louche et le tisonnier, et contempla les mésanges, les roitelets, les fauvettes, et un couple de rossignols que l'oiseleur de la forêt avait mis en cage et déposé dans la cabane des bûcherons. Il ouvrit la cage et fit sortir les petits prisonniers qui déployèrent leurs ailes, voltigèrent joyeusement autour de lui et se mirent à chanter. « Non, tu n'es pas cuisinier, va-t'en chez le jardinier. » Ses pas, voyant les oiseaux s'envoler, hocha la tête, puis il retira le loquet du clapier et ouvrit la porte du poulailler. Lapins, coqs et poules ne furent pas longs à prendre la clé des champs, tandis que lui-même se mit en route sur le petit sentier qui conduisait vers la plaine. Après quelques heures de marche, il arriva dans un village, à 4 lieues de la montagne, et s'arrêtant devant la maison du jardinier, il frappa à la porte. « Que veux-tu » lui demanda le jardinier. « C'est pas n'est pas cuisinier, fais de lui un jardinier. »« Je n'y comprends en goutte, » répondit le brave homme. « Mais entre toujours !» Il lui donna à manger et à boire, et le conduisit ensuite dans le potager. « Ramasse les carottes
les poireaux, ses têtes de laitue et les choux-fleurs. Fais-moi de belles bottes que nous porterons demain au marché de la résidence. » Et il s'en alla, content d'avoir trouvé un aide qui lui semblait facile à vivre. Sépa regarda les légumes et ne perdit pas un instant. Préparant de bonnes trouées dans la terre, il se mit à replanter toutes les carottes, les poireaux, les choux-fleurs et les salades, les groupant gentiment autour d'une petite éminence, comme on fait pour les fleurs dans les jardins des seigneurs. Il mit d'abord une rangée de salades vertes, puis quelques têtes de choux-fleurs blancs, ensuite une ronde de carottes jaunes, les feuilles dans la terre, les racines en l'air. Satisfait de sa besogne, il se pencha sur les plantes qu'il entendit murmurer. « Sépa n'est pas jardinier, va-t'en faire un boulanger. » Sépa obéit. Il quitta tout de go le potager et trouva le boulanger sur le pas de sa porte. « Que veux-tu » dit celui-ci. « Sépa n'est pas jardinier, fais de lui un boulanger. »« Ça tombe bien, » fit le bonhomme, « je croule de fatigue. Viens, tu me surveilleras le four pendant que je ferai un bon somme. » Sépa, resté seul, ouvrit la porte du four. Quand il vit les miches de pain se gonfler au-dessus des charbons ardents, il les retira toutes. Ceci fait, il se mit à l'œuvre. Il y avait là un pétrin rempli de pâtes. Sépa la prit dans ses mains et y ajouta tout ce qu'il put trouver de bon et de doux. Sucre de canne, raisin de Smyrne, cannelle, vanille, orangeade et miel. Il mélangea tout et fit de la pâte qui fleurait bon. Des Pères Noël, des ramoneurs, des chèvres, des petits moutons, puis des cœurs, des lunes et des étoiles. Il en fit tant que tous les enfants du village auraient pu en avoir tout un tas. Il approcha les gâteaux du four et les fit dorer doucement. Les flammes se mirent alors à lui lécher les mains, et les bonhommes susurraient. « Non, tu n'es pas boulanger, va-t'en chez le cordonnier. » Il sortit vite les gâteaux du four et quitta la boulangerie. Il ne mit pas longtemps à trouver le cordonnier, car celui-ci venait déjà vers lui, un bâton à la main. Avec le cordonnier accourait le jardinier, qui avait réveillé le boulanger qui avait alerté le boucher charcutier charcutier qui avait alerté le maître potier qui l'avait signalé à l'horloger qui avait alarmé le bourrantier. Ce fut le boucher qui cria le plus fort, en faisant siffler dans l'air un air de bœuf bien séché. « Viens vite chez moi » cria-t-il. « pour faire du boudin avec de la tête de veau, et avec la chair à saucisse un agneau grand comme une génisse. » »« Non, fit le potier, il doit d'abord m'apprendre à mouler la terre en rond, pour faire des pots carrés, sans fond. »« Nenni, riposta l'horloger, qu'il m'apprenne à faire des montres sans ressort, sonnant les matins à midi et les vêpres à minuit. »« Viens, s'écria le jardinier, pour me replanter tout, la carotte et le chou, la racine en l'air et la feuille dans la terre. »« Ou bien, interrompit le boulanger, reviens me faire du pain sans feu, et à Pâques, des Pères Noël à la queue leu. » Et tous, ensemble, se ruèrent sur lui. Sépa à grande peine se dégagea. Il leva sa tête meurtrie et dit « Sépa n'est pas boulanger, faites de lui un cordonnier. »« C'est cela !» s'écria le cordonnier en cinglant l'air d'une courroie bien trempée. « Pour ouvrir ce que je viens de finir, pour les refaire de travers, le talon sur le bout et le cou en arrière. Mais tu peux faire mieux. Va-t'en de ce pas, tout droit, chez le grand bottier du roi. » Et tous, le jardinier, le boulanger, le maître potier, l'horloger, à leur tête le cordonnier, firent danser leurs outils et leurs bâtons sur le dos de Sépa, qui se mit à courir à perdre haleine. Il chemina toute la nuit, se frottant le dos et essuyant de temps à autre le sang qui lui coulait du front. Il parlait bas aux arbres et aux buissons, aux chevreuils, aux lièvres et aux oiseaux, qui venaient vers lui le long de la route, éclairés par la lune. Au petit matin, près d'une lisière, il rencontra une jeune fille qui fut si effrayée qu'elle se cacha derrière un églantier. Voyant Sépa s'arrêter devant elle et lui sourire, elle sortit de derrière le buisson et dit « Bonjour cheminot, d'où viens-tu si tôt ?» Il répondit « Sépa n'est pas boulanger, faites de lui un cordonnier. » « Viens d'abord te restaurer, » dit la jeune fille, et prenant Sépa par la main, elle le conduisit à sa cabane. Tandis que Sépa se reposait, elle chercha de l'eau dans une cuvette et débarbouilla la figure et les mains de Sépa, qui ne broncha point. Comme le soleil se levait, la jeune fille sortit avec Sépa de la cabane et dit « Voici mon cheval tout gris qui broute l'herbe. Et ça, c'est ma chèvre noire Doulée, dont tu as bu le lait. Et voilà mon berger Fidelou, le meilleur des chiens.
C'est tout ce que mes parents m'ont laissé avec leur cabane, le vieux tilleul que tu vois fleurir et la fontaine qui te chante. Si ma maison était plus grande, et si tu étais plus petit, je te garderais ici, mon pauvre garçon. Sépa prit alors la main de la jeune fille et dit « Sépa n'est pas bûcheron, Sépa n'est pas marmiton, Sépa n'est pas jardinier, Sépa n'est pas boulanger, fais de lui un cordonnier. » Si je le pouvais, je le ferais de grand cœur. Mais ne vois-tu pas que je marche moi-même pieds nus, comme toi ? Va-t'en chez le grand bottier. Là, tu seras un cordonnier. Là, tu feras de beaux souliers. Elle le mit sur le bon chemin et dit « Si on te renvoie, reviens chez moi. Si on ne te renvoie pas, viens tout de même. » Sur ce, elle l'embrassa et le quitta. Bientôt, Sépa atteignit la résidence, et sans perdre un instant, il entra chez le grand bottier du roi. Lorsque le vieux maître entendit « Sépa n'est pas boulanger, fais de lui un cordonnier », il fut si stupéfait qu'il crut à un sortilège, et n'osa pas renvoyer cet homme vêtu de bure comme un bûcheron, mais se tenant droit devant lui, le regard lointain. « Je n'ai jamais vu un compagnon pareil. Venir pieds nus chez moi, le grand bottier du roi, pour se faire cordonnier ? Comment t'appelles-tu ? » ?»« Sépa. Voilà un nom qui ne promet rien qui vaille. Mais je ne veux pourtant pas te renvoyer à la tombée de la nuit. Mets-toi là, ajouta le maître en lui montrant un tabouret, et demain, on verra. Il lui remit un tablier de cuir, posa devant lui une haleine, du fil et tout l'attirail nécessaire au bon travail du cordonnier. Ensuite, il alluma une chandelle devant une grande boule de verre. Ceci fait, il alla se coucher. Sépa s'assit, se pencha sur le cuir, le toucha, mais ne sut que faire, ni de la peau, ni des outils. Les heures se suivaient. La vieille pendule sonnait minuit, et Sépa était toujours penché sur le cuir qu'il tenait dans ses mains. Un sanglot sortit de ses lèvres, et tristement, il baissa la tête. Soudain, un bruit se fit entendre. Et de nouveau. Et une troisième fois. Sépa, levant alors les yeux, vit devant lui un oiseau qui frappait de son bec à la vitre. Il ouvrit la fenêtre, et aussitôt, une fauvette et un rossignol entrèrent et se posèrent sur ses mains. Puis, les deux oiseaux voltigèrent autour de lui, frôlant de leurs ailes la peau et les outils, dont Sépa ne savait que faire. Mais à peine avait-il touché le cuir, que celui-ci se glissait entre les mains de Sépa en murmurant « Lisse-moi sur la table et lisse-moi. Coupe, coupe. Sifflota le tranché en remuant dans la main de Sépa. Cire-moi. Susurra le fil de chanvre que les deux oiseaux tenaient entre leurs becs. Enfile et enfonce-moi. Ordonna la laine en se mettant debout entre ses doigts. Sépa obéit, et tandis que le rossignol et la fauvette, perchés sur ses épaules, l'un à gauche et l'autre à droite, lui chantaient doucement, il coupa, doubla et poinçonna, cousant le dessus et le dessous, le dedans et le dehors, le contrefort et le bout. Au petit matin, les deux oiseaux s'envolèrent et le grand bottier entra dans l'atelier. Quel ne fut pas son étonnement de trouver Sépa à l'œuvre et de voir entre ses mains un beau petit soulier auquel ne manquait que la semelle. L'examinant de près, il hocha la tête et dit « Ah, regarde-moi ça. Pas mal du tout. Mais qui commence si bien saura faire mieux. Viens que je t'enseigne comment il faut découper prudemment une première et rondement une semelle ordinaire. Comment il faut coudre et garnir, polir et finir du coup de pied jusqu'à la pointe. » Sépa fit ce que demanda de lui le grand bottier, et en peu de temps, il devint un compagnon digne de son maître. Il apprit à faire des bottes en cuir de Russie, des pantoufles en peau de chamois, des souliers petits et grands pour les seigneurs de la cour, pour les bourgeois et les enfants de la ville. Il fit du bon travail, et jamais pied d'homme ou de femme ne fut plus à l'aise que dans les souliers qui sortaient de ses mains. Dès qu'on les enfilait, on avait envie de sauter ou de danser, se sentant emporté comme par des ailes. Mais Sépa aimait autant réparer de vieilles bottes que d'en faire de neuves, car lorsqu'il tenait une chaussure usagée dans sa main, elle lui apprenait l'histoire de celui qui l'avait portée. Il connut ainsi les soucis et les misères des grands et des petits. Et quand il mit une nouvelle semelle, il enfonça avec chaque coup d'haleine un réconfort, une réprimande ou un bon vœu. Il le fit sans dire un mot et sans répondre autre chose que « Sépa » à tous ceux qui demandaient d'où il venait. Un jour, le grand bottier du roi fut si content de son compagnon qu'il tira sa bourse et étala devant lui 100 louis d'or comptés. Longtemps, Sépa regarda l'effigie du roi qui ornait les écus.
Puis de la main, il écarta l'argent et le fit rouler par terre. « Pas ça, fit-il. » Le grand bottier fit des yeux tout ronds, car il ne s'attendait pas à ce refus. « Si tu ne veux pas de mon or, que veux-tu donc pour ton travail ?» demanda-t-il. « Ça, répondit Sépa, en montrant du doigt la merveilleuse peau suspendue au crochet d'honneur. « Tu sais bien, dit le maître, qu'il s'agit là d'une peau de licorne. Je l'avais gardée pour le bon roi que le malheur nous a ravis. Or, je n'ai aucune envie d'en faire une chose pour le nouveau régent du pays, car il ne reconnaîtra ni la beauté de la peau, ni la valeur de notre art. Et puis c'est un homme méchant, qui n'aime pas ses sujets. La peau est trop fine pour mes propres pieds. Si tu la veux, je te la donne, bien que je me demande ce que tu pourras en faire. » Sépa sourit et ne répondit rien. Il prit la peau, l'étala, la coupa en deux, et fit d'abord une paire de petits souliers gracieux, dont le galbe était plus fin qu'un bec d'oiseau et plus léger qu'une plume. Il les doubla de soie d'argent et les orna de points d'aubépine et d'une bouclette d'or qui formait une rose. Ensuite, il fit la seconde paire de souliers tout pareils, souples et veloutés, mais plus grands et plus forts. Il les essaya et vit qu'ils lui allaient à merveille. « Compagnon, dit le cordonnier émerveillé, te voilà passé maître, car il faut une bonne main de maître pour faire de pareils souliers. Jamais pied de noble dame ne sera mieux chaussé. Jamais roi ne pourra porter plus belle paire que la tienne. » Alors Sépa se leva, tendit la main au grand bottier et dit « Sépa fut un cordonnier. Sépa doit te remercier. » En vain, le maître tenta-t-il de retenir son compagnon. Sépa avait disparu en un clin d'œil. Marchant droit dans ses merveilleux souliers, il quitta la résidence et monta le sentier qui conduisait à la cabane de la jeune fille. Quand il la vit sortir par la porte entr'ouverte, il lui tendit les petits souliers et dit « Sépa fut un cordonnier. Sépa doit te remercier. » « Qui a fait ça ?» demanda la jeune fille. « Moi, dit-il. »« Pour qui l'as-tu fait ?»« Pour toi, Si tu m'avais apporté un sabot fait de ta main, je l'aurais trouvé beau. » dit-elle, sans oser toucher les petits souliers qui brillaient dans le soleil. Alors Sépa se baissa et les mit aux pieds de la jeune fille. Elle saisit ses mains, le regarda dans les yeux et dansa avec lui autour du vieux tilleul. Puis elle le fit asseoir, lui donna du lait, une miche de pain et un peu de fromage. Quand il eut mangé, elle brossa son manteau, lui coupa un bout de sa barbe et de ses longs cheveux et demanda « Que vas-tu faire maintenant ?» Sépa ne répondit rien. Elle lui caressa le front, se mit devant lui et dit « Lève la tête et ouvre les yeux. Regarde mes pieds et regarde les tiens. Regarde ton manteau qui n'est pas plus beau que ma robe n'est belle. Va, tu n'es plus cordonnier. Va-t'en chez le couturier. » Sur ce, elle le conduisit sur le sentier qui menait à la résidence, l'embrassa et dit « Si on te prend, apprends. Si on te renvoie, reviens chez moi. Si on ne te renvoie pas, viens tout de même. » Puis elle le quitta et retourna à la cabane, tandis que Sépa descendait à la ville. Arrivé chez le grand couturier du roi, il ouvrit la porte et dit « Sépa fut un cordonnier. Fais de lui un couturier. »« Quoi ?» fit le maître, qui ne savait que dire et se gratta la tête. Les lunettes perchées sur le bout du nez, il contempla l'homme à la barbe épaisse, dont la taille mesurait presque le double de la sienne et dont le regard était si fier. « Je n'y comprends goutte, fit-il après un bon moment. Tu es chaussé comme un roi, c'est vrai, mais que dire de ton accoutrement? A-t-on jamais vu ça? S'habiller comme un sauvage et venir chez moi, le grand couturier du roi, pour que je t'apprenne ma science? Qui a fait les souliers que tu portes? » « Moi, répondit Sépa. »« Ah, c'est bien beau, fit le grand couturier. Mais se connaître en art de cordonnerie ne veut pas dire qu'on soit bon pour la science de la haute couture. On verra tout de même. Assieds-toi là à côté de moi, sur cette table. Croise les jambes et prends l'aiguille, enfile du blanc et faufile. » Sépa hésita un instant. Puis, se souvenant tout à coup des deux oiseaux qui l'avaient aidé à comprendre les conseils du cuir et de la laine, il saisit aussi ce que lui disaient les étoffes, les ciseaux, les aiguilles et tout l'attirail nécessaire au bon travail du couturier. Et c'est ainsi que Sépa apprit à coudre à la fine et à la grosse pointe, qu'il connut le point de devant, le point arrière, le point d'épine et celui de la boutonnière. Il apprit à couper un patron, à tailler une étoffe et sa doublure, à prendre les mesures et à repasser. Il connut au seul toucher la valeur des draps, des soies, des velours, des toiles de lin. Il ne fut pas moins expert quant à la pureté de l'ivoire, de la nacre ou de la corne dont on fait les boutons.
Il sut si bien choisir et accorder les couleurs que le maître s'en émerveilla. Mais Sépa n'était pas satisfait. Travaillant tard dans la nuit, il entendit les étoffes et les outils chuchoter. Quel malheur! Soupira le dradois. C'est une honte! Ajouta la soie de Chine. Qui l'aurait cru? Susurra l'aiguille. Hélas, Sifflotèrent les ciseaux. nous voilà dans de beaux draps. Faire du travail pour ce nouveau roi qui est méchant et pour ces fainéants que j'aimerais couper en deux. Quel malheur! Quel malheur! Répéta le drap d'or. C'est une honte! Soupira la soie de Chine. Il est temps que cela change. Sifflèrent les aiguilles. Oui, il faut couper court. Grincèrent les ciseaux. Sépa secoua la tête, tira sa barbe et réfléchit longtemps. Puis il ouvrit les armoires et caressa les belles étoffes, les draps, les velours et les soies en chuchotant avec eux. À partir de cette nuit, tout habit qui sortit de ses mains ne restait point ce qu'il avait été. Fût-ce le pourpoint le plus richement orné, le haut de chausse le plus somptueux, la chamarre la plus élégante, si celui qui les portait était un des nouveaux écornifleurs ou fainéants de la cour, les beaux habits se transformaient piteusement. À peine ce courtisan sortait-il de l'atelier du maître couturier qu'il se voyait entouré d'une foule qui le poursuivait de huées et le montrait du doigt, car il avait l'air plus ridicule qu'un bouffon et plus misérable qu'un mendiant. Mais le courtisan lui-même ne s'apercevait de rien. S'il se regardait dans un miroir, il ne voyait que la beauté de son habit et ne comprenait pas pourquoi la foule riait de lui. Il n'en fut pas ainsi pour les pauvres, qui cachaient sous leur misère un cœur simple et pur. La mantille que Sépa leur offrit à la tombée de la nuit se transforma selon leur mérite et devint sur leurs épaules une cape digne d'un noble chevalier. Sépa continuait ainsi, dormant peu et cousant beaucoup, habillant les nécessiteux, embellissant les bons et fustigeant à sa manière les fats et les méchants. Un jour, le grand couturier dit à Sépa : « J'ai confiance en toi, et ce qui sort de tes mains honore l'art et la science de la noble couture. Tu uses beaucoup d'étoffes, il est vrai, mais peu m'importe. À bon ouvrier, bonne récompense. À part la table et le gîte, je veux te payer en espèces sonnantes. » Il ouvrit un coffre et en tira une bourse pleine d'or. « Pas ça !» fit Sépa en jetant l'or par terre. « Quoi ?» dit le grand couturier. « Tu ne veux pas de mon or ? Que veux-tu donc ? » ?»« Ça, et ça, et ça !» répondit Sépa en montrant une pièce de velours teinte de pourpre, un morceau de soie de Chine, du drap d'or et une cape d'hermine. « Comment ? fit le grand couturier. « Tu veux tout cela ? Qu'en vas-tu faire, sinon un habit que seul un roi pourra porter le jour de son couronnement ou de ses noces ? Et pour qui veux-tu cette pourpre et cette hermine qui font l'orgueil de notre confrérie de couturiers du roi ? » ?»« Pour moi, fut toute la réponse de Sépa. »« Pour toi ? dit le grand couturier, si étonné qu'il oublia de fermer la bouche. Longtemps, il regarda son compagnon, puis il dit : « Comprenne qui peut. Prends donc la pourpre, la soie et le drap d'or, et la cape d'hermine. Je l'avais destiné à feu notre bon roi, c'est vrai. Mais je préfère encore que ces merveilles soient à toi, le meilleur parmi les meilleurs couturiers, qu'à lui, le nouveau maître du pays, qui est, ma foi, le plus mauvais parmi les mauvais rois. » Sépa ferma un instant les yeux et sourit, car il pensait à la jeune fille. Puis il se mit à l'œuvre. Il tailla et cousit pour elle une longue robe en drap d'or, qu'il doubla de soie et garnit de velours chatoyant. Il l'étala devant lui et rêva un bon moment. Puis il fit pour lui un haut de chausse bien bouffant du même drap d'or, avec quelques crevés doublés de soie, et ensuite il fit le pourpoint avec une chamarre, et dans le velours pourpre, il tailla un manteau qu'il garnit de la cape d'hermine. Quand tout fut terminé, il essaya une dernière fois son bel habit, et vit qu'il était sans défaut. Le grand couturier secoua la tête, sauta d'un pied sur l'autre, frotta son menton et dit : « La robe que tu as faite est la plus belle que j'ai jamais vue, mais seule une reine sera digne de la mettre. Et pour ce qui est du manteau de pourpre, nul mortel n'osera le porter devant la face d'un roi, car c'est un manteau royal. Mais n'es-tu pas le roi des couturiers ? Garde-le donc sur tes épaules, car durant la nuit, personne ne te verra. » Sur ce, le maître couturier se retira. Quand Sépa l'entendit ronfler de loin, il se leva, plia la robe dans son manteau de bure et sortit sur la pointe des pieds. La nuit était sombre. De gros nuages cachaient la lune et les étoiles. Mais Sépa trouva le chemin. Arrivé devant la cabane, il frappa doucement à la porte. « Qui est là ?» demanda la jeune fille, tandis que le berger Fidelou aboyait de joie. « C'est moi, » répondit Sépa. Elle reconnut sa voix, ouvrit la porte et alluma une chandelle. « C'est bien ta voix, dit-elle. Ta bonne figure et ta vilaine barbe. Mais comment ton manteau de bure est-il devenu un manteau de pourpre ? »
Pour toute réponse, Sepa lui tendit la belle robe qu'il sortit de son manteau de bure. Qui a fait ça? Demanda-t-elle. Moi, répondit Sepa. Pour qui l'as-tu fait? Pour toi. Alors, elle mit la robe qui lui alla comme si elle l'avait essayée 1000 fois. Elle se regarda dans la glace et sourit. Attends, Dit-elle, que je sorte du coffre les beaux souliers que tu m'as déjà faits. et vite elle les enfila. Tu as su nous habiller de haut en bas. Il ne nous manque plus qu'une couronne sur la tête, une chaîne autour du cou, un sceptre à la main, un carrosse et un trône, pour que nous soyons reines et rois. Elle riait, sautait et dansait, entraînant ses pas dans le pré qui bordait la forêt. Se promenant entre les buissons fleuris, ils revinrent lentement à la cabane, et, la main dans la main, assis sous le vieux tilleul, écoutant le chant du rossignol et regardant les étoiles, ils passèrent la nuit sans dire un mot. Quand vint le matin, la jeune fille entra avec ses pas dans la cabane et le fit reposer, tandis qu'elle chauffait le lait et préparait le pain. Quand ils eurent mangé, la jeune fille prit la tête de ses pas entre ses mains, le regarda dans les yeux et demanda tout bas. Et maintenant, que vas-tu faire? Il ne répondit rien. Eh bien, Dit-elle, si tu ne sais, tu sauras. Si tu ne peux, tu pourras. Il y a des choses qui te manquent, il y en a d'autres qui sont de trop. là-dessus elle se leva, prit les ciseaux et coupa un bon bout de sa barbe et de ses longs cheveux. Puis elle lui enleva les beaux habits et lui remit son vieux manteau de bure. Un jour viendra Dit-elle, où j'ouvrirai le bahut. Tu mettras le velours et la fourrure et je mettrai la robe merveilleuse. Mais ce sera un jour de fête et aujourd'hui nous sommes au travail. et elle murmura tout près de son oreille. Sepa n'est plus cordonnier. Sepa n'est plus couturier. Va-t'en chez le menuisier. Va-t'en chez le carrossier. Va-t'en chez le joaillier. Puis, va chez un armurier. Fais de toi un chevalier. Accompagnant ses pas jusqu'au sentier qui menait vers la résidence, elle lui dit encore. Si on te prend, tu apprendras. Si on te renvoie, tu reviendras. Si on ne te renvoie pas, reviens tout de même. Sur ce, elle l'embrassa et le quitta. Les jours et les nuits, les semaines et les mois, les printemps et les hivers se suivirent. Sepa, devenu menuisier, se fit carrossier. Il se fit orfèvre, et devenu orfèvre, il apprit l'armurerie. Et les choses se passèrent comme chez le grand bottier et le maître couturier. Chez le grand menuisier de la cour, il connut les mystères du bois et les secrets du rabot, de la vrille, du pinceau, du vernis et des couleurs. Il apprit à manier le bois, à le raboter et le sculpter, à coller, polir, vernir et dorer. À la fin, Sepa fit un merveilleux siège en bois d'ébène, incrusté de figures d'or, qui était plus beau que le vieux trône du palais royal. Il fit aussi une porte en bois d'île lointaine, on saura plus tard pourquoi. Quand il les eut terminés, il apporta le trône et la porte chez la jeune fille, qui les déposa dans sa chambre. Elle fit comme auparavant, lui coupa un bout de sa barbe et de ses cheveux, l'embrassa et le renvoya. Il se fit apprenti chez le carrossier de la cour. D'apprenti, il devint compagnon. De compagnon, il passa maître. Il termina son travail par un merveilleux carrosse, orné de figures d'animaux, de fleurs dorées et d'étoiles argentées, et si léger qu'un enfant aurait pu le conduire. Ainsi qu'il avait fait des souliers, des beaux habits du trône et de la porte, il amena le carrosse chez la jeune fille, qui le mit dans son jardin derrière la cabane. Encore une fois, elle lui coupa un bout de sa barbe et de ses cheveux, l'embrassa et l'envoya vers l'orfèvre joaillier de la cour. Là, Sepa apprit à fondre l'argent, à ciseler l'or et tout métal, à tailler le diamant et à monter les pierres précieuses. Vint un jour où il quitta l'orfèvre avec 2 chaînes en or, une grande et une petite, garnies d'émeraudes, de rubis et de perles. Mais le chef-d'œuvre fut la couronne digne de la tête d'un grand roi et le diadème étincelant qui aurait pu orner le front d'une reine. Sepa porta collier, couronne et diadème chez la jeune fille, qui les déposa dans le bahut avec les souliers et les beaux habits. Puis elle lui coupa un grand bout de sa barbe et de ses cheveux, qui n'étaient plus très longs, et l'envoya chez l'armurier. Il apprit à manier le marteau sur l'enclume, forgeant le fer, battant l'acier pour en faire des pics et des javelots, des poignards et des glaives. Il passa maître en l'art de faire des armures de joutes et de grands combats, impeccable du panache jusqu'à la poulaine. Quand il quitta l'armurier, il emporta un petit bouclier et un casque de parement, finement ciselé pour elle. Mais il avait fait aussi un harnais pour un cavalier et son cheval, et ouvrait une des plus belles armures avec casque, cuirasse, côte de maille et jambière. Au petit matin, il arriva avec tout cela chez la jeune fille, qui le reçut avec joie.
Après avoir admiré tout ce qu'il apportait, elle dit « Sépa n'est plus cordonnier, Sépa n'est plus couturier, Sépa n'est plus menuisier, Sépa n'est plus carrossier, Sépa n'est plus joaillier, Sépa n'est plus armurier, va-t'en faire un chevalier. » Mais avant de le renvoyer, elle le fit asseoir devant elle pour lui couper les derniers bouts de ses cheveux. Mais quelle ne fut pas sa surprise de sentir, sous ses doigts qui coupaient la dernière mèche, une petite bosse sur le sommet de la tête de Sépa. Et au milieu de la bosse, elle sentit quelque chose de pointu. C'était un éclat de pierre fin comme une aiguille, qui s'était enfoncé dans sa tête lors de sa chute, quand il était roi. À peine la jeune fille eut-elle retiré la pointe aiguë enfoncée dans la tête de Sépa, que celui-ci poussa un profond soupir, puis il ferma les yeux et s'endormit. Quand il se réveilla, la tête reposant entre les bras de la jeune fille, longuement il la regarda, tout étonné. Puis il sourit et dit « C'est donc vrai ? Oui, je le sais maintenant. Je ne sais pas tout, mais je sais beaucoup de choses que je ne savais naguère. Ce que j'ai fait, je l'ai vécu comme dans un rêve, qui de mauvais devint si beau. » Et s'adressant à la jeune fille, il dit encore « Sans toi, je serai toujours Sépa, l'homme qui vit de travers, ne sachant d'où il vient, ni où il va, ni ce qu'il doit faire. Dans les ténèbres du long rêve qui fut ma vie, je te voyais devant moi comme une lumière qui me guidait. » Il la regarda dans les yeux et y vit se refléter sa propre image. Il se leva subitement, prit les ciseaux et coupa tout ce qui restait de sa barbe. Souriant, il se retourna, et la jeune fille reconnut les traits du roi. Effrayée, elle s'inclina et dit « Sire, pardonnez-moi si j'ai manqué de respect. Quand vous étiez Sépa, le pauvre garçon égaré, je vous savais doux et bon et sage, mais je ne savais pas qu'il était déjà roi. » Il la releva, s'inclina à son tour et dit « Quand je ne savais plus que j'étais roi, je vous savais déjà ma reine. » Elle répondit « Si le cœur du roi n'est autre que le cœur de Sépa, le mien s'en réjouit, car il est à lui. » Et elle lui tendit la main. Le roi l'embrassa tendrement, puis il dit « Vous m'avez fait œuvrer, ma fiancée, tout le long de ce rêve qui fut ma vie obscure. Oui, vous m'avez fait œuvrer tant et si bien qu'il ne me répugne point d'achever la besogne. Vous avez fait d'un pauvre sot un maître en mains arts et un chevalier capable de défendre ce qui est beau et bien. Allons-nous-en pour nous faire roi et reine. » Ils sortirent du coffre les souliers, les beaux habits, les chaînes en or, la couronne et le diadème. Ils tirèrent le carrosse du jardin, le chargèrent du trône et de la porte en bois des îles. Ensuite, le roi y attela le cheval tout gris et le couvrit de son harnais. Entre-temps, la fiancée du roi s'était parée de sa belle robe et de ses souliers en peau de licorne. Le roi lui mit autour du cou le collier d'or garni d'émeraudes, de rubis et de perles, et plaça le diadème sur son front tout rayonnant. Lui-même déposa ses beaux habits et la couronne sur le trône dans le carrosse, ne mettant que son casque et son armure de fer. Quand tout fut préparé, il monta sur le cheval tout gris, souleva sa fiancée dans ses bras, et la fit asseoir devant lui. Sur ce, le chien fit de loup à sa droite, la chèvre doulée à sa gauche, il prit le chemin de la résidence. Sur la route qui traversait le bois, ils ne rencontrèrent qu'un écureuil et 2 chevreuils qui venaient vers eux sans crainte. Les oiseaux chantaient, les arbres bruissaient et penchèrent leurs branches pour saluer le roi et sa fiancée. Arrivés en ville, ce fut d'abord un vacarme inouï. De toutes les maisons accoururent les bourgeois, les artisans, les seigneurs, hommes, femmes et enfants, pour voir le chevalier inconnu. Celui-ci avait baissé la visière de son homme et tenait devant lui une princesse comme on n'en avait jamais vu. Les uns riaient en voyant la chèvre noire et le chien berger accompagner un cheval de labour orné d'un magnifique harnais. Les autres étaient curieux et voulurent savoir ce que contenait le carrosse. Et voici que le grand couturier de la cour, le grand bottier, le maître menuisier, l'orfèvre joaillier et l'armurier du roi accoururent eux aussi, chacun reconnaissant à grands cris l'œuvre de leur ancien compagnon. Mais tandis que la foule se pressait autour du chevalier et de son carrosse, parmi les rires et les cris, le roi se frayait avec beaucoup de peine un chemin jusqu'au palais. Là, lui et sa fiancée mirent pied à terre. De sa main gantée de fer, il frappa au portail. Personne n'ouvrit, car le méchant roi et ses courtisans étaient à table, et les serviteurs, festoyant aussi, négligèrent leur service. Alors le roi Sépa enfonça le portail, le décrocha et le remplaça par la belle porte en bois des îles qu'il avait œuvrée de ses propres mains. Et voici ce qui arriva. À peine la nouvelle porte était-elle fixée dans ses gonds, que tous ceux qui s'approchèrent la virent sourire,
d'un sourire qui allait droit au cœur. Mais la porte ne souriait qu'à ceux qui avaient une âme pure et charitable. Dès qu'un méchant homme ou une marâtre s'approchait d'elle, le sourire se transformait en grimace. Or les vilains furent si effrayés qu'ils se sauvèrent en courant, tandis que les bons ne se lassèrent point de regarder la porte pour la voir sourire. Mais les cris de joie se firent si forts que le méchant roi, dans le palais, en fut choqué. Il envoya ses serviteurs, dont chacun fut reçu par une terrible grimace de la porte. Ils en rendirent compte à leur maître, qui dépêcha ses courtisans pour voir ce qui se passait. Mais les grands de la cour ne furent pas plus heureux que leurs serviteurs. La grimace de la porte leur glaça le sang et les remplit de frayeur. Enfin, le méchant roi se décida à venir lui-même. À peine eut-il jeté un regard sur la nouvelle porte qu'il faillit éclater de rage. Ce fut sa propre figure, maussade et grasse, qu'il vit lui montrer les dents et faire des grimaces. « Qu'on m'amène sur le champ l'homme qui a fait ceci !» cria-t-il. « Pour que je le mette de vie à trépas !»« Point besoin de me chercher, me voici !» dit le roi Sépa, monté sur le cheval tout gris et brandissant sa lance. Le méchant roi fit un signe et tous les chevaliers qui l'entouraient se ruèrent sur l'inconnu. Mais celui-ci les mit à mal avant qu'ils eussent pu lui porter un seul coup. Et il les chassa hors du palais, où ne resta que la foule silencieuse et le méchant roi, blême de rage et de peur. « Qui es-tu, insolent intrus, qui ose m'affronter dans mon palais? Ne sais-tu pas que je suis le roi ?»« On verra bien si tu l'es, » répondit Sépa. Il tira de son carrosse le trône qu'il avait œuvré de ses propres mains et le posa au milieu de la cour d'honneur. « Si tu es le vrai roi de ce pays, assieds-toi là, et nous verrons si tu y resteras. » Le méchant roi n'hésita pas un instant, mais à peine s'était-il affaissé de tout son poids sur le trône, que celui-ci, comme par enchantement, le repoussa et l'envoya si haut dans les airs qu'il disparut pour toujours dans les nuages. Alors, le roi Sépa fit tomber la visière de son homme, l'enleva, et mettant la couronne et le manteau de pourpre, il se montra à son peuple. Tous le reconnurent, et ce ne fut qu'un cri de joie, qui retentit jusque dans la haute montagne. C'est ainsi que Sépa redevint le bon roi de son pays. Il fit sortir du cachot le sénéchal, les chansons, l'écuyer, et tous ceux que le méchant roi avait mis en prison. Puis, il épousa sa belle fiancée. Ce fut une fête à nulle autre pareille. Les cloches sonnaient, et du haut de la tour, les cors et les buccines annonçaient les noces merveilleuses du roi et de la reine. Toute la résidence fut en liesse. Les rues, décorées de branches et de fleurs, s'emplissaient de joueurs de flûte, de viols, de cornemuses et d'enfants qui dansaient et chantaient. Dans la salle du trône, assis à côté de la reine sur le beau siège œuvré de ses propres mains, le roi attendait encore. Il avait envoyé quérir les 2 bûcherons qu'il avait soignés après sa chute dans la montagne, mais il fit aussi chercher tous ceux qu'il avait rencontrés quand il n'était que Sépa le sot. Lorsqu'ils se présentèrent devant lui, le roi s'adressa d'abord aux 2 bûcherons et leur dit « Soyez les bienvenus, mes amis. Je vous ai invités pour vous annoncer moi-même la bonne nouvelle. Dès aujourd'hui, je fais de vous mes 2 grands forestiers, qui auront soin de toutes les forêts du royaume. Et vous assisterez à notre fête, assis à côté de moi et de la reine, tout cela pour cause. » Confus d'étonnement et de joie, tournant leur feutre dans leurs mains, les 2 bûcherons ne savaient que répondre. « Nous ne méritons point tant d'honneur, sire, » balbutia enfin l'aîné. « Si vous ne savez pas encore pour quelle raison vous méritez tant d'honneur et plus, je vais vous le dire. Approchez et regardez-moi bien en face. Ne me reconnaîtriez-vous pas? Vous êtes notre bon sire, notre roi qui avait disparu et qui est revenu pour notre bonheur, » dirent les bûcherons. « Certes, » répondit le roi souriant, « et vous êtes les 2 braves bûcherons qui, un beau jour, ont sauvé la vie à un pauvre hère tombé en démence. Vous l'avez soigné et choyé, habillé et réconforté. Et lui, pour toute récompense, n'a-t-il pas recollé nuitamment les sapins que vous veniez d'abattre? N'a-t-il pas ouvert la cage de l'oiseleur et chassé vos poules et vos lapins, se sauvant après lui-même sans vous dire merci? »« Le roi sait tout !» s'écria le vieux bûcheron. « Je sais bien des choses que je ne savais naguère, mais je ne sais pas tout. Et il fut un temps où je ne savais rien, car c'est moi que vous avez sauvé. C'est moi l'homme qui ne savait répondre que « c'est pas ». Oui, c'est moi qui plantais les carottes, les feuilles en terre et la racine en l'air. C'est moi, c'est pas le simple, qui voulait cuire du pain sans feu. » Tremblant, le jardinier, le boulanger, le boucher, le potier et l'horloger se jetèrent à genoux et s'écrièrent « Pardonnez-nous, sire, nous ne savions pas que nos coups tombaient sur le dos de notre bon roi. » Souriant, le roi répondit « Point besoin de vous pardonner, car je ne le savais pas moi-même. Aujourd'hui, je vous sais gré de vos coups.
parce qu'ils m'ont aidé à trouver mon chemin. Rassurez-vous donc, et venez vous asseoir à notre table d'honneur, pour vous réjouir avec nous. » S'adressant alors aux artisans de la cour, le roi dit : « Comment vous remercier ? Vous m'avez aidé à redevenir roi et maître de moi-même. Grâce à vous et à vos arts, j'ai compris la beauté et la vérité qui sont en toutes choses bonnes et simples. Chez toi, grand bottier, le cuir m'a enseigné l'humilité. Chez toi, grand couturier, les étoffes m'ont appris la sincérité et la miséricorde. Chez toi, maître menuisier, le bois m'a fait connaître la patience. Chez toi, armurier, le fer des glaives m'a enseigné le vrai courage. Chez toi, orfèvre joaillier, les nobles métaux m'ont révélé mainte sagesse, et le diamant m'a fait entrevoir la lumière qui jaillit des ténèbres. Grand merci donc à vous tous, qui m'avez conduit sur le chemin au bout duquel j'ai trouvé l'amour de ma reine et mon vrai royaume. » Ayant parlé ainsi, le roi fit apporter des habits d'honneur et de beaux cadeaux pour dédommager les uns, pour récompenser les autres, et sur ce, grands et petits se mirent à table. On festoya, on rit, on chanta, on dansa nuit et jour, jour et nuit. Après, chacun se remit content au travail, l'un dans son palais, l'autre dans sa cabane. Et le roi Sépa et la jeune reine vécurent heureux. Si le roi aima moins la chasse, il sut mieux gouverner son peuple et apprendre aux autres, dans la joie, ce qu'il avait appris lui-même dans la souffrance. Et le conte est bon.